tous et bienvenue à vous pour cette rencontre orchestrée par les éditions Le Duc. Alors, actualité oblige, nous sommes encore cette année à distance, mais nous sommes là envers et contre tout et très heureux de partager cette matinée, ce début de matinée à vos côtés avec au programme, vous le savez, cette semaine, 5 webconférences en direct chaque matin de 9h30 à 10h15 avec un objectif commun, ouvrir le champ des possibles, ouvrir l'horizon d'une rentrée de septembre qui s'annonce très engagée aux éditions Le Duc. Alors merci à vous pour votre présence, une présence active puisque vous pourrez intervenir tout au long de l'échange dans l'encart. Voilà, je vois que vous êtes déjà très actifs et très nombreux à nous rejoindre. Bienvenue à vous tous. Vous pourrez évidemment partager vos commentaires, vos réflexions, vos interrogations tout au long de l'échange et c'est Eugénie des éditions Le Duc qui se fera le relais de vos réflexions en fin d'échange. Et puisque j'ai le plaisir de vous accompagner ce début de matinée, je me présente à vous. Je suis Charlotte Savreux, je suis journaliste et ravie d'être là parmi vous. Et pour m'accompagner ce matin, Camille Sfez. Bonjour et bienvenue Camille. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors vous êtes l'auteur de ce magnifique ouvrage dont nous allons parler ce matin, Vulnérable, accepter d'être touché. Mais d'abord, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes psychologue, clinicienne, formatrice, l'auteur d'un livre best-seller, La puissance du féminin. Et alors, je peux vous dire que ce nouveau livre que vous nous proposez est amené au même succès, tant il est, mais vraiment passionnant et juste. Et vous êtes aussi une femme de terrain, une femme d'expérimentation, puisque vous faites partie des pionnières des Tentes Rouges en France. Vous accompagnez des groupes de parole de femmes depuis 10 ans. Alors avec ce nouvel ouvrage, Camille, vous mettez à l'honneur la vulnérabilité. Vous lui redonnez ses lettres de noblesse, toute sa raison d'être. Et pourtant, c'est un état émotionnel, on va en parler ce matin, dont on ne sait pas toujours quoi faire, tant il nous déstabilise, il nous fragilise, il nous isole. Et vous, vous décidez, à l'inverse, c'est de l'assumer et même de le porter en étendard, tel un étendard. Est-ce qu'on peut dire que ce nouveau livre est un livre de réhabilitation de notre vulnérabilité ? Oui, exactement. Je trouve que c'est une valeur, une notion qui manque un peu dans notre société, même si voilà, on entend parler en ce moment, depuis 1 an, c'est un sujet qui semble être un sujet qu'on partage. Et finalement, je crois qu'il y a une clé pour une humanité plus vaste, plus intense, plus belle aussi, dans cette capacité à accepter d'être touché, à accepter de nous sentir vulnérables. On est tous vulnérables, mais on le reconnaît pas tous. Et donc voilà, dans ce livre, j'avais vraiment envie. Bon, ça part évidemment d'une quête personnelle, d'une expérience personnelle, hein, mais au-delà de ça, j'avais vraiment envie de ramener ce sujet dans l'espace public d'une certaine manière pour donner envie au lecteur de se reconnaître vulnérable. Alors un livre de réhabilitation, puis un livre d'acceptation justement de nos failles, de nos fébrilités, de nos peines, de nos hontes, qui sont finalement aussi sacrées que nos joies. Hein. C'est ce que vous défendez au cœur de cet ouvrage. Et d'ailleurs, pour l'illustrer, on découvrira dans quelques semaines la couverture de votre livre, mais vous avez choisi l'image d'une déesse, d'une femme sacrée, puissante. Alors pourquoi l'avoir associée à la vulnérabilité ? Parce qu'en soi, il y a comme un paradoxe. La vulnérabilité, on l'associe plutôt à la fragilité. Puis en couverture de votre livre, on voit cette déesse qui incarne la puissance. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi ce choix ? Donc évidemment, cette déesse, elle est venue au fil de l'écriture en fait. Hein, tout d'un coup, ça me paraissait important, enfin intéressant en tout cas de la faire surgir du passé, on va dire, même si en fait je l'invente, hein, mais je raconte que je la fais surgir du passé. Parce que finalement, évidemment, personne ne veut être vulnérable en fait. Hein, donc prier une déesse de la vulnérabilité, ça paraît un peu contradictoire. Et en fait, cette déesse pour moi, elle est vraiment, enfin au départ, je l'ai vraiment pensée comme une gardienne du seuil. C'est-à-dire comme dans les contes pour enfants, dans les histoires, hein, le gardien du seuil, il nous terrifie.
il nous empêche, on n'a pas envie de s'approcher du seuil quand on le voit, et c'est vrai que c'est vraiment ce qui se passe quand on s'approche de la vulnérabilité. On fait tout pour la mettre à distance, on a plein de stratégies, plein de masques pour surtout pas se sentir vulnérable, et finalement, quand on accepte de rester face à cette gardienne du seuil, elle nous fait passer dans un autre royaume. Donc c'était vraiment cette question du seuil que je trouvais intéressante. Et la passeuse, la gardienne. Oui, c'est-à-dire celle qui nous fait basculer en fait d'un état de tremblement, on a envie de mettre à distance ce sentiment inconfortable, c'est vraiment désagréable, inconfortable, la vulnérabilité, jusqu'au moment où tout d'un coup on l'accepte, où on peut pas faire autrement de toute façon que d'accepter ses failles, ses brisures, d'être débordé, etc. Et à ce moment-là, on passe dans une autre dimension de l'existence. Donc c'était ce seuil qui m'intéressait. Et j'aime beaucoup l'illustratrice en fait, Anna Vandago-Gusset, qui illustre du coup, à qui on a demandé d'illustrer le livre et de dessiner cette déesse. Et je savais dans son trait que ça allait être une déesse puissante parce que c'est ce qui me plaît dans son dessin. Et évidemment. Enfin voilà, j'avais envie, je trouve que cette déesse, elle est très incarnée, quoi. Elle est très présente dans son dessin et j'avais envie de ça. Et évidemment, elle est puissante parce que quand même si c'est hyper inconfortable et même si dans le livre, je dis pas qu'il faut faire de sa vulnérabilité une force, ce serait un peu trop facile, ça sonne un peu trop comme une phrase de développement personnel, c'est quand même évidemment l'invitation. Parce que je crois quand même que quand on accepte sa vulnérabilité, ça nous donne une forme de puissance. Donc, c'était cohérent pour moi qu'elle soit comme ça, cette déesse. Alors, on va en reparler justement de ce qui est en jeu quand nous sommes confrontés à cette vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité dans votre ouvrage, elle a le visage d'une déesse, en couverture en tout cas. Juste en point de départ, rappelez que nous sommes tous vulnérables, sans exception, hommes comme femmes. C'est-à-dire que la vulnérabilité n'est pas l'apanage des femmes. Oui, donc pour moi c'était aussi intéressant par rapport au premier livre de me décaler de ce propos masculin-féminin et du coup finalement je trouve que c'est difficile d'écrire, de parler du masculin et du féminin sans alimenter la lutte des genres. Donc j'avais envie de décaler et du coup de parler de la vulnérabilité, même si en fait au départ dans mes recherches je cite quelques personnes, notamment Annick de Soutenel, Christiane Singer, qui associent cette qualité de la capacité à nous laisser traverser avec la polarité du féminin de l'être. Donc, pour moi, c'est cette même recherche autour du féminin de l'être, mais j'avais pas envie de parler des femmes et des hommes comme j'ai pu faire avant. Parce que bien sûr, en fait, on est tous vulnérables, hommes comme femmes, et on est tous capables de se laisser traverser, et ça, évidemment, c'est universel. Et c'est ce qui fait notre humanité, d'ailleurs. Et il y a un peu de vous au travers de cette déesse, parce que ce livre, c'est aussi un peu votre histoire. On va y revenir. C'est même d'ailleurs l'élément déclencheur du livre, puisque vous avez fait vous-même l'expérience de la vulnérabilité pendant 9 mois. 9 mois, vous dites, de grande vulnérabilité. Expliquez-nous le contexte qui a favorisé cette rencontre et qui vous a, en l'occurrence, inspiré ce livre. Oui, en fait, je le nomme à peine dans le livre, avec pas mal de pudeur, je me rends compte, mais moi, j'ai expérimenté, du coup, dans mon couple, vraiment un moment de grande vulnérabilité, et c'est vrai que ça a duré 9 mois. En fait, c'était surtout 9 mois de mise à distance, c'est-à-dire que, voilà, un aveu de mon compagnon qui me met dans un état de vulnérabilité et que je tiens à distance pendant tous ces mois, en me racontant que c'est pas grave, que c'est pas très important, en minimisant, qui est aussi un des masques qu'on utilise tous pour mettre à distance la vulnérabilité. Il y en a 7, ne vous inquiétez pas, on va vous les donner dans quelques instants, on se retrouve forcément dans l'un des 7, il n'y a pas de souci. Oui, allez-y, Camille. Et du coup, il y a ce moment en fait que je raconte qui est le du livre, mais où finalement je suis avec des amis à la Sainte-Baume sur le territoire de Marie-Madeleine, un peu en pèlerinage à cet endroit-là. Et à ce moment-là, toutes les larmes que j'ai retenues depuis 9 mois, en fait, me débordent et coulent, et je me sens à ce moment-là hyper vulnérable. Et ce que je reçois de mes compagnes de voyage, c'est que c'est beau en fait. C'est beau d'être capable à ce point de se laisser toucher. Et tout d'un coup, dans ce qu'elle me renvoie, je me rends compte qu'il y a aussi quelque chose de positif finalement là-dedans. Et c'est comme si elle m'aidait à révéler cette clé, qui évidemment rentre en résonance avec toutes mes explorations sensibles, sensorielles depuis plusieurs années. Mais
Ce qui se passe à cet endroit-là, ça vient déclencher pour moi le désir de cette quête. Pourquoi est-ce que c'est beau d'être vulnérable? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se cultive? Et si je la cultive, ma capacité à me sentir vulnérable, qu'est-ce que ça m'ouvre comme porte, quoi. Voilà. Donc et à partir de là, du coup, c'est quelque chose que j'ai longtemps expérimenté dans les cercles, hein, c'est ce que vous disiez, dans les cercles de femmes ou dans des cercles mixtes. Mais je crée aussi des ateliers autour de la vulnérabilité pour essayer d'explorer un peu plus comment on se laisse toucher par ce tremblement intérieur qu'on ressent quand on se sent vulnérable, comment on peut le tolérer et ce que ça ouvre dans nos vies, quoi. Alors déjà, on va déjà resituer la définition de la vulnérabilité, parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de livres sur la sensibilité, sur l'hypersensibilité. Si vous donniez une définition de la vulnérabilité, qu'est-ce que vous en diriez? Qu'est-ce qui la différencie de la sensibilité, de l'hypersensibilité? Qu'est-ce qui fait sa singularité et donc sa différence? Alors déjà, le premier mot avec lequel on peut réfléchir, c'est la fragilité. En fait, quand je me sens vulnérable, je me rends compte que je suis fragile, hein. Mais il y a dans le mot fragilité quelque chose qui évoque comme un défaut, en fait, comme un défaut de fabrication, alors que dans la vulnérabilité, c'est quelque chose qui est inhérent à notre humanité, en fait, hein. Donc, il n'y a rien en moins dans la vulnérabilité. C'est évidemment notre sensibilité qui nous met en lien avec notre vulnérabilité. C'est parce qu'on est des êtres sensibles que tout d'un coup on peut se sentir vulnérable. Donc c'est pour ça que dans le livre je parle beaucoup du corps sensible, c'est-à-dire pour essayer de décaler aussi par rapport à ce mot sensibilité qui évoque tout de suite hyper émotivité, sensiblerie, enfin voilà. Alors qu'en fait c'est dans le fait d'habiter un corps fait de sens qu'on est en contact avec le monde et qu'on est en contact avec notre vulnérabilité. Et cette étiquette d'hypersensible, justement, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, il y a plein de livres sur ce sujet. Moi, j'avais envie de me décaler du côté un peu pathologique de l'hypersensibilité. En fait, on parle de ces enfants hypersensibles, enfin même des adultes aujourd'hui, et on met sur les gens des étiquettes qui viendraient, je trouve, parfois un peu nous enfermer dans une pathologie ou dans quelque chose de pas normal. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'était nous rappeler que à la lecture du livre, la vulnérabilité chez chacun puisse grandir, en fait. Et c'est comme je le dis de la déesse, mais c'est comme une petite braise intérieure sur laquelle on pourrait souffler et qui vient allumer vraiment un feu. Donc c'est par en utilisant ce mot-là, j'ai voulu décaler aussi ce côté. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que dans votre livre que être vulnérable, c'est finalement le même processus que lorsque l'on est émerveillé. Alors là, il faut nous expliquer, parce qu'en général, quand on est émerveillé, on est touché, mais on est porté, alors que quand on se ressent vulnérable, on est touché, mais plutôt fragilisé malgré tout. Et pourtant, vous dites que les deux aboutissent au même point. Alors, expliquez-nous en quoi il y a une forme d'émerveillement dans la vulnérabilité. Oui, en fait, je dirais c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'émerveillement, c'est le côté lumineux et la vulnérabilité, c'est le côté sombre, obscur, mais finalement, c'est ce même processus d'être touché par ce qui nous entoure. Et parfois, on le vit, par exemple, je sais pas, quand on est face à un lieu magnifique, face à un coucher de soleil, je sais pas, face à un paysage qui peut nous émerveiller. En même temps, on peut sentir que dans cet émerveillement, ça nous connecte aussi à notre vulnérabilité. Enfin, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui lie ces deux notions. Et en fait, peut-être tout simplement, on pourrait dire, je crois, c'est l'ouverture de cœur. C'est-à-dire quand mon cœur s'ouvre, j'accepte d'être touchée par la beauté du monde. En fait, le cœur qui s'ouvre, je peux pas choisir à quoi il s'ouvre. Il s'ouvre à la beauté et il s'ouvre à la fragilité, à la blessure. Parce qu'en fait, notre monde est fait de ça. Et finalement, les masques qui viennent nous empêcher de sentir, c'est aussi ce que Brené Brown raconte quand elle dit... Brené Brown, c'est la psychologue américaine qui est un peu spécialiste de ce sujet. Hein. Elle dit que la vulnérabilité est au cœur des expériences humaines significatives. En fait, elle s'est rendue compte que les gens qui sont capables d'être vulnérables sont des gens qui sont capables de mieux aimer, de vivre plus intensément. Parce que quand on met à distance les sentiments, les émotions inconfortables, on met aussi à distance l'émerveillement. Et donc, notre capacité à accepter
cet inconfort, ça nous permet finalement aussi de rester ouvert à ce qui peut nous toucher de beau, quoi. Alors justement, puisque en général la vulnérabilité, on a plus tendance à la redouter qu'à la convoiter, hein, pourtant vous le disiez, il y a vraiment quelque chose de beau et de positif à en extraire. Pour être en conscience et être en confiance face à cet état de vulnérabilité, qu'est-ce qu'on a à gagner à l'accueillir, à vivre l'expérience de la vulnérabilité? S'il y avait un cadeau derrière l'épreuve, ce serait lequel? Ben, ce cadeau, je crois que c'est vraiment cette capacité à être en contact avec son corps sensible, donc avec cette capacité de, voilà, de sentir finalement le monde qui nous entoure et d'une certaine manière de se laisser traverser. Une des phrases qui guide vraiment cette quête dans mon livre, c'est la phrase de Christiane Singer qui nous parle de notre capacité à livrer passage, hein, à nous faire terre d'accueil pour la musique du monde. Se faire terre d'accueil, donc c'est du coup se mettre dans cette réceptivité, d'une certaine manière, cette disponibilité à ce qui nous traverse, de positif comme de négatif. Et je crois que c'est vraiment ça ce qui a gagné. En tout cas, moi, c'est ce que j'y trouve, hein, c'est-à-dire finalement aussi, alors c'est un mot peut-être, je sais pas, que j'utilise souvent avec des pincettes, mais une forme de spiritualité ou en tout cas de connexion avec une transcendance, hein, la capacité à sentir que finalement je suis bien plus grande que le petit personnage qu'on me raconte, que mon identité. Et en ouvrant mon corps sensible, je peux me connecter à ces dimensions de mon être qui sont plus grandes que moi, quoi. Est-ce qu'il faut du courage pour accueillir finalement cette part de vulnérabilité qu'on n'imagine pas au premier abord, mais quand on y est confronté, vous le dites, il y a une forme de dépouillement, il y a un bouleversement, c'est destructeur, il y a quand même une forme de violence à se confronter à cette expérience de la vulnérabilité, une violence émotionnelle. Est-ce que ça demande plus de courage qu'on l'imagine que d'accepter cette expérience? Oui, je crois que le courage, c'est vraiment une qualité qui va avec la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vulnérabilité sans courage. Ça, c'est aussi une phrase de Brené Brown. Parce qu'il nous faut du courage pour s'approcher de cette gardienne du seuil, pour accepter le tremblement intérieur, pour accepter finalement de dire oui, quand il se passe ça, je suis touchée, je suis blessée, je suis meurtrie. Donc le courage, ça va vraiment avec. Et d'ailleurs, je vois moi souvent enfin pas souvent, mais ça m'arrive de voir des femmes dans des cercles qui viennent livrer des choses qu'on pourrait croire hyper dures de leur vie, des traumas, des choses vraiment difficiles, et qui le disent sans aucune vulnérabilité. C'est-à-dire que parfois, donc pour répondre aussi à votre question précédente, évidemment, un des cadeaux de la vulnérabilité, c'est aussi de faire des autres les témoins de ma vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est ce qui va renforcer le lien. Quand je me montre vulnérable face à quelqu'un, je lui donne la possibilité de me tendre la main, d'être à mes côtés et de renforcer notre lien. Mais parfois, on va dire des choses qui nous sont arrivées pour tenir à distance la vulnérabilité, c'est-à-dire en prenant beaucoup de recul, en racontant la conclusion de l'histoire, et donc d'une certaine manière en entretenant cette distance émotionnelle qui est un des masques. Voilà, j'ai perdu de... Alors je vais vous dire, on va parler des masques, mais ce qui est très intéressant, c'est que je me posais la question, pourquoi il faut que ça fasse mal avant que ce soit profitable? C'est ça tout le paradoxe finalement de la vulnérabilité. Comment expliquer qu'on est obligé de passer par cette zone d'inconfort, par cette zone de violence d'une certaine manière, de dépouillement, pour accéder à sa pleine puissance? C'est ça qui semble finalement difficile à accepter. Cet inconfort, c'est un peu un passage obligé pour justement se sublimer, pour se libérer. Bah, en tout cas, c'est ce qui nous permet de sortir justement du mythe de la virilité. Hein, c'est-à-dire que cette vulnérabilité, elle est vraiment pour moi à comprendre en lien avec les masques. C'est-à-dire que dans notre vie, on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de vivre ces émotions inconfortables, donc on va édifier ces masques, voilà, le perfectionniste, l'anesthésie, enfin tout ce qui fait qu'on tient, hein, tenir bon, mettre tout en œuvre pour arriver, faire les digues, c'est les digues de protection, comme vous le dites. Hein. Toute cette rigidité intérieure, on l'a construit, je dirais, pour tenir à distance la vulnérabilité. Et donc le fait, finalement, quand la vie nous met à terre, quand la vie nous
brise ou nous Nous blesse. convoque même, elle nous convoque, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose d'inévitable, d'inéluctable. C'est ça hein, qu'on ressent aussi dans la vulnérabilité. Oui, parce que de toute façon, derrière ça, on est tous mortels. Finalement, la plus grande vulnérabilité, c'est ça. C'est-à-dire que bah, on n'a pas choisi, on va pas choisir le jour où on quitte cette terre et dans notre mortalité, déjà, on est vulnérable. Hein. Mais finalement, j'aime bien le voir comme quelque chose de généreux de la part de la vie. En fait, c'est pour ça que cette déesse, elle est ambivalente. C'est que, évidemment, personne n'a envie de s'effondrer. Et en même temps, c'est quand je suis effondrée que je peux être certaine que toutes ces digues, justement, que j'ai mises en place, elles ne tiennent plus. Et à ce moment-là, en fait, j'ai la possibilité, c'est comme si la vie me donnait la possibilité de, je sais pas si c'est de repartir à zéro, c'est peut-être un peu beaucoup parfois, mais simplement d'être en contact avec une vérité qui est cachée derrière toutes ces digues ou derrière tous ces masques. Et en fait, bon voilà, je le nomme pas comme ça dans le livre, mais encore une fois, je crois que c'est vraiment un propos de comment on ouvre son cœur. Hein. Ce travail d'ouverture de cœur, évidemment, d'avoir le cœur ouvert, c'est être blessé. Et on met en place. Ça, je pense que c'est vraiment un mécanisme complètement humain de mettre en place ces digues. Et donc, oui, la vie, elle est généreuse avec nous. Elle nous fait trébucher, elle nous fait tomber pour nous montrer, bah, regarde, derrière toutes ces digues que tu crois si fortes, en fait, il y a cette présence. Et cette présence, derrière, elle est bien plus puissante, évidemment, que toute cette tour de contrôle qu'on met en place, quoi. Et c'est ce que vous dites, voilà, on dit souvent que ce à quoi on résiste persiste, ce qui nous met en résistance nous met en souffrance, hein, et vous reprenez vraiment cette image qui est très juste, c'est-à-dire plus on crée des digues solides autour de nous, plus les vagues vont être puissantes pour justement faire tomber ces digues d'autant plus fortes, et c'est finalement ce que va nous permettre la vulnérabilité pour nous offrir la possibilité de se transformer et de se transcender, parce que il est là le but ultime finalement. Oui, et là encore, on a l'impression qu'il y a quelque chose à gagner quand vous dites transcender ou transformer, et peut-être que c'est simplement se découvrir. Oui. Peut-être qu'en fait, ce qu'on a à gagner, c'est être plus petit que ce qu'on a, ou c'est pas forcément plus petit, mais en tout cas, c'est aller. Pour moi, c'est plutôt dévoiler. En fait, c'est se dévoiler, se regarder en face finalement. On devrait faire l'état des lieux des 7 masques, justement. Je vous propose, c'est, allez, vous en parlez dans votre livre. Quels sont ces 7 masques qui nous permettent de nous protéger jusqu'à nous asphyxier d'une certaine manière? Donc, il y a un moment où la vie va venir nous convoquer pour nous permettre de nous en libérer. Je vous laisse justement nous les présenter, ces 7 masques. Oui, donc les 3 premiers, c'est Brené Brown qui en parle dans son livre. Hein. Le premier, c'est le perfectionnisme. Donc c'est notre capacité. Le perfectionnisme, c'est pas tout faire pour faire de son mieux. C'est plutôt faire en sorte d'éviter de perdre l'amour, hein, d'éviter de perdre le regard de l'autre. Et donc du coup, d'une certaine manière, mettre tout en œuvre, hein, tenir, voilà, chercher à être parfait pour surtout pas perdre l'amour de l'autre. Le deuxième, c'est la joie appréhensive, c'est-à-dire que c'est ce qu'on met en place quand on est joyeux et qu'on a peur de perdre notre bonheur. Et donc, du coup, on se coupe de notre joie en croyant que si on la vit pleinement, elle va nous être retirée. Le troisième masque, c'est l'anesthésie. Donc, c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, cette mise à distance, hein, qui vient minimiser, qui vient dire « mais non, c'est pas très grave, ça me touche pas, il est mort, mais je m'en remets, il m'a quitté, mais je vais mieux, je vais pardonner. » Mise à distance. Mise à distance. Ensuite, un des masques, c'est le fait d'évacuer la honte. C'est-à-dire qu'en fait, derrière tout ça, quand je suis vulnérable, souvent j'ai honte de cet état. Et donc, on met en place aussi des stratégies pour faire en sorte de ne pas se montrer, de ne pas dire qu'on est honteux, de ne pas parler des choses honteuses. Il y a aussi un processus qu'on fait beaucoup dans les cercles de femmes qui est parler de nos hontes, hein, pour ramener ces parties de nous qu'on met vraiment de côté au centre, quoi, je dirais. Le quatrième masque, c'est l'auto-trahison. Donc ça, c'est plutôt des masques que moi, j'ai expérimenté, on va dire, ces dernières années, ou des masques que je connais bien, c'est pour ça que je les nomme, mais on pourrait les retrouver peut-être dans les premiers. Mais l'auto-trahison, c'est-à-dire c'est à force de vouloir correspondre à ce que l'autre attend de moi, ou à ce que je crois que l'autre attend de moi, je vais évacuer tout ce qui me semble pas conforme, hein. De même que la honte, mais
je vais évacuer ma spontanéité, tout ce qui peut paraître trop. Et du coup, je m'abandonne sur le bord de la route. Un autre masque que j'ai identifié, c'est la fausse autonomie. C'est-à-dire, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'il y a beaucoup de femmes de ma génération qui se retrouvent là-dedans. On est des femmes libres, autonomes, émancipées, et d'une certaine manière, moi, je me suis mise à un moment à croire que j'étais finalement, oui, indépendante, c'est-à-dire que mon idéal d'être, c'était que personne ne puisse me toucher. Et là-dedans, je me suis raconté que c'était possible, en fait. Et c'est pour ça qu'évidemment, quand il s'est passé ce qui s'est passé dans mon couple, je me suis rendu compte que non, j'étais peut-être autonome sur certaines choses, mais que j'étais dépendante, en fait. Et donc, la fausse autonomie, pour moi, c'est vraiment un masque. Et puis le dernier, c'est un masque qui repose sur notre sentiment de culpabilité. C'est ce que j'ai appelé la dette de vie. C'est-à-dire, c'est les croyances qu'on peut mettre en place, souvent quand on est enfant, qui nous font croire que on est coupable de quelque chose. Je sais pas, je suis coupable que mes parents aient été obligés de rester ensemble même s'ils s'aimaient plus, que j'ai pris la place d'un frère ou d'une sœur. Enfin voilà. Donc, enfin, ce sentiment de culpabilité, il sous-tend beaucoup de nos actions et on n'en est pas toujours conscient. Mais si je me sens coupable, alors je crois qu'il faut que je mérite d'être là. Et donc, du coup, je vais faire des efforts de manière qui ne seront pas justes pour moi. Je vais faire en sorte de gagner ma place sur Terre, de mériter d'être là. Et en ça, évidemment, je vais me couper de tout ce qui ne va pas avec cette image de mérite, en fait. Donc finalement, c'est une aventure qui va nous demander beaucoup d'énergie, peut-être beaucoup d'énergie sur le long terme, au-delà de ce que la vulnérabilité va nous solliciter dans l'instantanéité. Est-ce que ces résistances, elles créent dans la finalité plus de souffrance que ce que la vulnérabilité va venir bousculer pour mieux rétablir justement une forme de vérité, de réalité? Exactement, je pense que ce qui m'a longtemps interpellée, moi, quand j'étais plus jeune, c'était tous ces adultes que je voyais vraiment enfermés dans des rôles, dans des masques, dans des postures, et c'est quelque chose vraiment auquel je suis sensible, probablement que je suis aussi là-dedans, mais parce que ces masques qu'on met en place, en fait, on est enfermé finalement dans cette rigidité, qui au départ, c'est une stratégie de survie, c'est pour survivre que je les mets en place, mais après, ils m'enferment. Et du coup, c'est difficile de sortir de là. Et donc, c'est pour ça que je dis que la vie est généreuse, parce qu'en fait, quand elle nous permet de nous sentir vulnérables, c'est vraiment le cadeau pour quitter cette rigidité, quoi. Alors pourtant, on la craint tellement, cette vulnérabilité, qu'on aurait tendance à tout faire pour surtout ne pas y être confronté. Et c'est ce qu'on découvre dans votre livre, c'est que finalement, la vulnérabilité, on ne la choisit pas, c'est-à-dire qu'elle s'impose à nous, comme lorsque la vie vient nous convoquer en nous disant maintenant, je vais venir m'occuper de toi pour finalement te connecter à la profondeur de ton âme et de ton être. C'est l'idée, c'est-à-dire que la vulnérabilité, il y a un moment où elle est inévitable, elle nous concerne tous et tous à des moments de notre existence, de notre parcours, nous y serons confrontés. Oui, et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça en écrivant. Je crois que j'avais envie d'écrire sur la vulnérabilité comme pour faire en sorte que ça m'arrive plus, quoi, comme pour me prémunir de cette vulnérabilité, de me dire ok, j'ai tout compris. Ça aussi, ça aurait pu être un masque de plus, le fait d'intellectualiser ce qui nous arrive, donc de se réfugier dans ce monde des pensées. J'ai compris la vulnérabilité, donc je vais plus être à terre. Et évidemment, c'est pas vrai, parce que le principe même de cette vulnérabilité, c'est que ça nous arrive quand on s'y attend pas. C'est que d'un jour à l'autre, notre vie bascule. Alors, ça peut être sur des petites choses. La vulnérabilité, elle est aussi ordinaire dans des petites choses du quotidien. On peut la ressentir chaque jour, mais ces événements de vie où tout bascule, on ne peut pas les contrôler, par définition. Alors, vous utilisiez justement cette phrase au démarrage de dire de se laisser happer, de se laisser traverser par cet état émotionnel inconfortable. Comment traverser tout en préservant ce capital confiance à un moment où on est le plus fébrile d'une certaine manière? Comment passer ce cap du seuil avec cette déesse que vous évoquiez, qui nous attend comme une passeuse pour nous aider à traverser le miroir? Comment traverser, préserver notre capital confiance au moment où on passe justement ce seuil ultime qui nous met à nu?
Ouais, je n'ai pas vraiment de réponse. En fait, c'était ma question, en tout cas, quand j'ai organisé ces ateliers sur la vulnérabilité, de me dire finalement, si on prend l'habitude de se sentir vulnérable face à un groupe, par exemple, est-ce que ça nous permet, dans la vie, quand on se sent vulnérable, quand je me sens vulnérable, est-ce que ça m'aide à plus facilement me laisser traverser? Je sais pas, j'aimerais bien, mais en tout cas, pour moi, à ce moment-là, il y a vraiment une dimension de foi. C'est-à-dire que moi, mais là, c'est une réponse assez individuelle, hein, mais ce qui me permet de vivre ce basculement, c'est cette foi immense que je peux avoir justement dans la générosité de la vie. Et c'est ça, voilà, peut-être la branche à laquelle j'essaye de me raccrocher. Et en même temps, c'est normal aussi que notre confiance soit ébranlée à ce moment-là. C'est l'idée d'habiter encore l'inconnu avec confiance et avoir confiance que, voilà, le passage. Moi, quand je lisais votre livre, ça me faisait penser à, vous savez, la mue. Quand un animal quitte finalement, alors pour l'être humain, son postulat, sa posture qui est souvent une imposture, et qui est dans un état de vulnérabilité au moment où finalement la reconstruction de la carapace ne s'est pas encore refaite d'une certaine manière. Est-ce que c'est cette idée de mue, c'est-à-dire que ce seuil un petit peu ultime où on est mis à nu avant de se transformer et de se reconstruire, plus fidèle peut-être à nous-mêmes? Oui, exactement. Et peut-être justement dans cette capacité à nous dépouiller, Oui. peut-être une possibilité de ne pas refaire tout de suite une peau, en fait. Combien de temps je peux tenir en étant dans cette mue, en train de muer? Est-ce que une de mes questions, c'est est-ce que je pourrais vivre ma vie comme ça? Je pense pas, évidemment, mais finalement, dans cet état de dépouillement, de porosité, je sais pas, je pense que quand peut-être sur certaines voies spirituelles, justement, peut-être dans une vie de moine, peut-être qu'on est dans ces états, évidemment, je pense à certains mystiques qui peuvent m'inspirer. On est peut-être moins, ces gens-là sont peut-être moins accrochés à leur peau. Et ça peut être peut-être quelque chose d'inspirant pour nous, même si on n'est pas dans ces voies-là, quoi. Alors pour autant, vous en parliez d'ailleurs au démarrage de l'échange, c'est-à-dire qu'évidemment, face à l'adversité, nous sommes toujours seuls parce qu'il nous appartient d'aller décrocher notre victoire. Et pour autant, vous dites que sur le cheminement, nous ne sommes jamais tout à fait seuls parce que sur notre chemin, on va avoir des mains tendues qui vont nous aider d'une certaine manière à traverser le passage, ce qui a été votre cas, vous l'évoquiez au démarrage, ces regards bienveillants, ces regards enveloppants qui permettent finalement de déposer notre vulnérabilité, de déposer nos masques à terre. Et finalement, c'est ça aussi un des cadeaux, c'est-à-dire que c'est parce que je me mets à nu que j'ai quelqu'un en face de moi qui va me tendre la main. Il faut pas attendre de l'autre cette main tendue préexistante. C'est parce que je me mets à nu. Donc en fait, en acceptant moi ce dépouillement, je vais permettre au lien d'être plus riche, je vais créer cette sororité, cette fraternité ou simplement cette humanité partagée. Voilà, donc finalement, cette expérience, elle a vraiment je dirais, un cadeau qu'elle nous apporte dans nos relations interpersonnelles. La rencontre avec soi-même et la rencontre aussi avec ceux qui nous accompagnent dans l'instantanéité de cette expérience. Alors moi, je voudrais vraiment avoir, on va passer évidemment à vos interrogations, vos commentaires, mais j'aimerais vraiment avoir votre regard, Camille, sur l'actualité collective sanitaire, ces semaines de confinement répétés auxquelles nous avons été confrontés, qui nous ont finalement d'une certaine manière reconnectés à notre intériorité au sens large du terme, de manière panoramique, intériorité de l'habitat, mais notre intériorité aussi personnelle. Est-ce que ces circonstances extérieures, indépendamment de notre volonté, ont réveillé notre part de vulnérabilité et au-delà notre vulnérabilité collective? C'est-à-dire que là, on a le sentiment qu'il y a une marée haute de vulnérabilité et collective. Oui, je pense qu'on a vraiment tous fait cette expérience, en particulier probablement au moment du premier confinement, mais toute cette année,
donc on a tous à différents endroits été travaillés par ce sentiment d'insécurité, de fragilité, de perte de repères. Et je pense que là-dedans, il y a beaucoup d'entre nous qui ont profité de cet ébranlement justement pour se poser des questions, pour initier des changements dans leur vie, des choix, etc. On en a entendu aussi parler au niveau collectif, puisque voilà, c'est un mot qui est vraiment rentré dans l'espace public. Et en même temps, le risque qui est encore, je trouve, présent dans ce qu'on vit actuellement, c'est on a dit, OK, on est tous vulnérables, mais pour faire face à cette vulnérabilité, on va renforcer les remparts. On va renforcer la sécurité et on va mettre à distance le virus, la mort, la fragilité. Et bien sûr que je pense que moi, je ne suis pas une femme politique, donc c'est facile pour moi de dire ça de mon point de vue de psychologue. Bien sûr qu'il y avait des choses à faire pour tenir à distance la mort et la maladie. Et en même temps, ce que j'explique dans mon livre, c'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que de se sentir vulnérable, ça doit nous aider à faire baisser ces barrières. Et donc, je pense que c'est probablement quelque chose que individuellement on a vécu, être ébranlé et finalement pouvoir repartir, reconstruire notre vie avec quelque chose de plus juste par rapport à cette vérité des profondeurs dont vous parliez tout à l'heure. Et en même temps, moi, j'ai une petite inquiétude par rapport à cette réponse collective, justement, qui, plutôt que de faire avec la vulnérabilité, veut absolument l'évacuer, comme si on pouvait, en fait. Enfin, et pourtant, vous dites dans votre livre que vous évoquez ce passage d'un discours d'Emmanuel Macron pendant le premier confinement où il évoque cet état, nous nous rendons compte que nous sommes vulnérables. Pour vous, oser prononcer ce mot, est-ce que c'est une manière quand même aussi de démocratiser la vulnérabilité, de l'accepter envers et contre tout, parce qu'on n'a pas le choix? Je sais pas. J'ai trouvé. Alors évidemment, moi, ça m'a fait beaucoup rire d'entendre Macron utiliser ce mot-là. J'ai eu des amis qui m'ont appelé pour me dire t'as vu, parce qu'évidemment, c'était un sujet qui m'intéressait à l'époque déjà. Et en même temps, dans les réponses collectives qu'on apporte à cette vulnérabilité, on tente de l'évacuer. Donc, ce que j'espère, c'est que ça va créer un débat fécond en fait sur ce sujet, pour pas trop vite croire que par notre maîtrise et notre contrôle, on peut reprendre la main sur ces vagues qui nous dépassent. Et là, c'en est énorme. Mais je veux dire, voilà, derrière ça, c'est les vagues de la vie. Dans quel sens ça peut faire bouger les lignes? Est-ce que vous avez le sentiment que ça peut avoir un impact, faire bouger les lignes sur notre époque, sur l'évolution de notre société, sur son devenir, le fait d'avoir été de manière instantanée, collectivement concerné par la vulnérabilité? Est-ce que ça peut faire bouger les lignes finalement de qui nous sommes et de la manière dont nous nous positionnons sur un plan relationnel? Moi, je crois que les lignes, elles bougent beaucoup au niveau individuel. Là aussi, c'est mon regard de psychologue qui me fait dire ça. Mais du coup, le fait qu'on ait tous expérimenté cette vulnérabilité, et je le vois, par exemple, depuis quelques mois, je partage notamment sur les réseaux sociaux ce sujet de la vulnérabilité. Et je vois bien que, évidemment, tout le monde, ça parle à tout le monde, en fait. Enfin, ça parle à tout le monde, ça parle à un certain type de personnes, mais on a tous vécu ça collectivement, de se sentir vulnérable. Donc je crois que ce vécu intérieur, ce tremblement intérieur, cette possibilité d'être à terre, d'être dévasté, d'être perdu, on l'a vécu. Donc on ne peut pas, évidemment, même si on essaye de la mettre à distance, on va se reconstruire avec cette faille-là, avec cette blessure-là, et ça va probablement créer des changements dans nos sociétés. Voilà, on va aller vers une humanité plus riche, je crois, de l'accepter. Et peut-être d'y avoir été confronté collectivement, c'est une manière aussi peut-être de mieux l'accepter sans culpabilité sur un plan aussi individuel. C'est une forme d'autorisation qui nous est donnée liée à des circonstances extérieures qui nous concernent tous. Le temps passe, Camille, on est dans la dernière ligne droite de l'échange, vous êtes merveilleuse, voilà. Place désormais alors à l'interactivité, la parole est à vous, vos questions, vos commentaires, vos interrogations, et on retrouve Eugénie, voilà, qui se fait le relais
de vos réflexions tout au long de notre échange. Eugénie, voilà. Bonjour Eugénie. Bonjour Charlotte, bonjour Camille. Et merci d'officier pour ce rôle d'interface. Merci Alors, à on vous. est parti pour quelques minutes Oui. et après, nous reprendrons nos chemins respectifs. Allez-y, Eugénie. Alors, c'est drôle que vous ayez parlé tout à l'heure de changer les lignes, puisqu'en fait, il y a donc Sophie qui nous demande, qui nous dit justement qu'il est un petit peu difficile, par exemple, notamment pour les hommes, par rapport à leur éducation, la plupart du temps, d'accepter d'être touché ou de montrer certaines choses ou de se sentir vulnérable, notamment par rapport à la masculinité abusive. Oui. Est-ce que, par exemple, l'ambiance actuelle, le monde actuel et le livre que vous nous proposez pourra, par exemple, les aider à se sentir capables d'assumer, de perdre la face, entre guillemets, et que ce n'est pas grave? Est-ce que vous pensez que ce livre-là pourra peut-être les aider et pourra justement bouger ces lignes-là? Oui, je crois que c'est encore plus dur pour les hommes, en fait. On est vraiment dans cette société viriliste. Bon, aujourd'hui, en tout cas dans les milieux féministes, on sait bien que le patriarcat fait autant de mal aux hommes qu'aux femmes. Et que les hommes, ils sont vraiment enfermés là-dedans encore plus que nous. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était intéressant d'en parler sous l'angle de la poésie, de pas spécifiquement nommer hommes et femmes, etc., mais plutôt de nous inviter à le vivre. Et voilà, évidemment, ce que j'espère, c'est que les hommes aussi puissent... Et c'est en ça que ça va changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce mot de vulnérable, mon souhait, moi, c'est qu'il envahisse l'espace public et qu'on puisse, cet étendard dont vous parliez, Charlotte, au départ, qu'on puisse tous le porter, ou en tout cas qu'on soit suffisamment nombreux à le porter pour que ça en fasse comme, voilà, on sait ces processus de nommer les choses pour leur permettre d'exister. Si on nomme cette vulnérabilité, on va pouvoir la vivre, en fait, on va s'autoriser à la vivre. C'est comme tout ce qu'on avait entendu sur les sorcières il y a quelques années. Évidemment, le fait de pouvoir se revendiquer comme tel, ça nous ouvre un champ des possibles. En fait. Et là aussi, ce mot, j'espère, à son échelle, ouvrira un champ des possibles. Il y a aussi Sonia qui donc nous demande si, donc là on parlait d'une déesse tout à l'heure, est-ce que par exemple pour apprivoiser un peu mieux la vulnérabilité, il est possible de mettre en place un autel pour la déesse, comment faire, par où commencer? Oui, merci Sonia pour cette question. Justement, c'est ce qu'on... Enfin, en tout cas, moi j'avais envie, je ne sais pas si ce sera possible, mais que dans le livre, il puisse y avoir cette image de la déesse, là, dessinée par Anna van Dagobussé, qu'on puisse poser sur notre autel. En fait, qu'on puisse... C'est pour ça que le fait d'avoir une déesse, ça permet de personnifier une direction de notre prière. En fait, prier, c'est appeler la protection, c'est appeler le soutien. Et donc, si je me mets sous la protection de cette déesse, d'une certaine manière, je vais la faire exister et je vais pouvoir, là aussi, peut-être... dans mes intentions, quelque chose va pouvoir s'ouvrir. Donc très concrètement, j'espère qu'il y aura ces petites illustrations de la déesse sur beaucoup d'hôtels. Ouais. Et dernier, là pour le coup c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage que donc Émilie nous partage dans les commentaires, qui nous dit: j'ai choisi l'année passée, après être tombée dans la boue, de rester à mon chevet le temps nécessaire. J'ai vu le pire de moi-même, mes pires pensées sur moi-même. Une sacrée découverte à 35 ans, mélange de terreur et d'émerveillement. 9 mois après, je suis revenue au monde. Grâce à cela, je pense. Merci Camille pour cette libération des paroles et merci aux personnes présentes. Donc, je pense que ça va faire écho chez beaucoup de personnes. Oui, c'est ça, c'est aussi accepter de rester là, quoi, avec ses pensées, avec cette terreur, donc avec cet inconfort. Accepter de rester avec l'inconfort pour voir ce qui se passe, sans tout de suite chercher à l'évacuer et reprendre nos masques. Et il y a vraiment dans cet accueil, évidemment, en fait, c'est de ça aussi dont il s'agit. Ce livre, c'est d'être capable d'accueillir tout ce qui nous arrive. Dans cet accueil, il y a vraiment quelque chose de transformateur. Oui, puis se rappeler que tout est temporaire, finalement, que c'est comme un rituel de passage, et que dans tous les cas, tout va bien se passer. C'est ça, mais dans l'instantanéité, on est dans l'inquiétude du passage, et finalement, c'est comme le jour de notre naissance, c'est une forme de renaissance, c'est vraiment cette idée de passage et d'inconnu, mais que dans tous les cas, la vie nous est toujours favorable et profitable, et que ça n'est que pour mieux. Oui,
Nous l'espérons en tout cas. Merci Oui. infiniment Camille, vraiment vous êtes formidable. C'est la fin de ce webinaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Camille pour votre présence, pour cet échange inspirant. Je rappelle donc le titre de votre livre, Vulnérable, accepter d'être touché au masculin et au féminin. Hein. On a bien repéré, voilà, ce petit tiret entre le E accent aigu et le E dont la sortie est prévue. Alors, eh bien, en septembre prochain également, ça fera l'actualité de la rentrée de septembre aux éditions Le Duc. Merci infiniment. Quant à nous, eh bien, on se retrouve demain à 9h30 pour un nouveau webinaire qui sera consacré à un autre ouvrage qui met lui à l'honneur le naturel, ou comment la nature se met au service de notre bien-être, un guide complet pour révolutionner notre santé au quotidien. Charlotte Jacquet et Caroline Gaillet seront demain à nos côtés pour partager leur talent et associer à la fois leur savoir-faire et leur faire savoir. Voilà, alors rendez-vous demain 9h30. Merci à tous et très belle journée ensoleillée. À demain. Merci beaucoup. Merci Charlotte.